Bon, cette semaine, on va parler du clustering, qui est une semaine spéciale sur l'apprentissage non supervisé. Donc, on va commencer par les questions de quantification de vecteurs qui vont vous donner un peu une idée d'un contexte où le clustering est très pertinent. Donc, en apprentissage supervisé, on fonctionne avec des jeux de données dont les étiquettes de classe ou les cibles en valeur réelle, lorsque c'est de la régression, sont disponibles. Donc, on a vu différentes approches. On a vu, entre autres, les méthodes paramétriques en début de session, où les observations suivent une certaine densité de probabilité. Donc, on dit, pour chacune des classes, nos observations suivent une densité de probabilité. On en a une par classe. Et donc, on essaie de prendre une décision à partir d'une modélisation de ces densités-là. Donc, on considère que pour chaque classe, il y a un groupe de données. Donc, on va avoir un groupe correspondant à une classe. Puis on peut supposer que, par exemple, c'est un cas spécifique, que ce groupe-là, pour une certaine classe, suit une loi normale, multivariée, avec une moyenne et une matrice de covariance partagée par toutes les données. Donc, toutes les données de la classe sont représentées par une loi normale d'une certaine paramétrisation. En pratique, on peut dire que les données peuvent provenir de plusieurs groupes différents. Dans le fond, il y a une classe peut être décrite par plusieurs groupes relativement distincts qu'on pourrait isoler dans la façon de modéliser. Un exemple, ce serait peut-être de dire avec l'écriture cursive, lorsqu'on veut modéliser l'écriture de chiffres, mais on peut écrire les 1, par exemple, de plein de façons. On peut faire soit une ligne comme ça, on peut le faire avec une petite barre en haut, on peut le faire même comme ça. Donc, ça, c'est des 1 qui sont possibles, des façons de faire. Puis, similairement, avec les 7, on peut faire des 7 comme ça, on peut faire des 7 avec comme ça et avec la barre au milieu. Donc, c'est trois façons de faire des, des- 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 des chiffres cursifs. Même la lettre A, on peut la faire en majuscule, qui est quand même très différente de la version en lettres minuscules en termes de traits de crayon, là. Donc, nous, on le sait, on voit bien que c'est le A majuscule, c'est le A minuscule, mais en termes de traits de crayon, ça n'a rien à voir. On peut même avoir, mais on n'écrit pas ça au niveau cursif, mais ça existe en termes de caractères imprimés. L'idée de faire un A qui soit comme ça. Donc, ça ne fonctionne pas, je suis désolé. Comme ça ici. Ça, ça va être un A qui va être un A plus typique en imprimerie, comme on a par exemple sur la présentation. Si on regarde le A ici, mais c'est un A de cette forme-là. Donc, ça, ce sont toutes des façons de faire les caractères qui sont dans le fond selon trois classes différentes dans ce qu'on a vu ici. Donc, il y avait plusieurs groupes pour définir une même classe. Euh, un autre exemple, ça peut être de dire si on fait un système pour détecter des intrusions dans un système informatique, essentiellement, on a deux classes, une classe d'intrusion, une classe de non-intrusion par rapport à des activités. Bien, les intrusions peuvent se faire de différentes façons. Il y a différents patrons très différents d'intrusions qui existent. Et donc, on ne va pas être en mesure de modéliser toutes les intrusions avec une seule façon de faire. On va avoir ces différentes façons de faire-là, ces différents groupes d'intrusions, différentes variantes d'intrusion qui sont bien distinctes, mais qui représentent tous la même classe. Donc, avec du clustering, on travaille sans étiquette. On travaille à identifier des groupes naturels dans les données. Donc, les groupes qu'on retrouve naturellement avec des sous-ensembles de données qui sont distribués un peu de la même façon, qui se ressemblent beaucoup. Donc, généralement, c'est ce qu'on veut faire avec du clustering. Et on peut le faire de façon totalement non supervisée avec des données qu'on reçoit, qu'on veut analyser. On peut les faire aussi dans un contexte supervisé où là, si on voulait faire une méthode paramétrique, on pourrait dire, dans le fond, dans notre classe, il y a plusieurs sous-groupes et chacun des groupes vont être identifiés par clustering. Puis ensuite, on pourra faire une modélisation, par exemple, paramétrique. Un cas où qui revient à une forme de clustering qui représente différents cas de figure assez fréquents, c'est ce qu'on appelle la quantification de vecteurs. C'est dire qu'on est dans un espace à des dimensions avec des valeurs réelles. Donc, on a un vecteur de des valeurs réelles, ça c'est notre espace, puis on veut le discrétiser, on veut le transformer en un espace en corégion. C'est-à-dire que finalement, on veut faire en sorte que chacune des données dans notre espace d'origine soit mise dans une des corégions et qu'on simplifie ou qu'on représente cette donnée-là par la région à laquelle elle appartient. Donc, on va quantifier ce vecteur-là. Donc, la quantification est possible en utilisant K vecteur de référence. On dit bien, une façon de représenter chacune de nos régions, c'est d'avoir un vecteur de référence, le vecteur moyen de cette région-là.
Puis là, ce qu'on va dire, bien, on va dire, pour faire notre quantification, on va assigner une donnée au vecteur de référence le plus proche. Donc, mathématiquement, ça reviendrait à dire qu'on a une variable BIT. La variable BIT nous donne tout simplement l'appartenance au groupe I de la donnée XT. Donc, pour ce faire, on va calculer la distance entre la donnée XT et le vecteur de référence pour chacun des groupes. On regarde la distance euclidienne, par exemple, entre le X et le M, et on choisit l'indice I correspondant à la distance minimale. Et donc, on va dire que le BIT est égal à 1 pour cet indice de distance minimale. Et pour les autres groupes, il va être 0, donc parce que le X n'est pas, le MJ associé n'est pas le vecteur de référence le plus près de XT. Puis ça, ben, en fonctionnant comme ça, on se retrouve à faire un partitionnement de l'espace selon un diagramme de Voronoi. Le diagramme de Voronoi, vous l'avez vu précédemment pour le classement avec le plus proche voisin, la règle du plus proche voisin. Donc, c'est simplement de trouver le plus proche vecteur de référence. Donc, ici, on voit tous les ronds en bleu sont des vecteurs de référence dans le cas qui nous intéresse ici. Puis les cellules en rouge correspondent à la zone où, si on a XT, par exemple, qui est ici, mais ce XT-là a comme vecteur de référence ce vecteur ici. Puis si on en avait un autre ici, le vecteur de référence serait celui-là. Donc, si on est toujours selon quand on tombe dans une cellule, la valeur, elle est simplifiée, elle est synthétisée comme étant égale au vecteur moyen de cette région-là. Puis le vecteur moyen aussi, il permet donc d'avoir les frontières de décision, les frontières d'assignation dans ce cas-ci. Donc, la quantification de vecteurs, c'est quand même assez simple et ça peut être utilisé dans différents contextes. Puis un exemple où ça peut être possible, ce serait de dire qu'on veut donc faire une compression. On veut compresser notre espace à des valeurs réelles comme étant un indice parmi les indices des vecteurs de référence. Donc, si on est, je ne sais pas moi, avec un certain nombre de groupes, K-groupes, on est capable de représenter ça par quelques bits seulement pour indiquer l'indice du groupe. Donc, chaque point dans l'espace d'origine est associé à un des vecteurs de référence qui est discret. Un exemple où on peut faire ça, c'est pour une color map. C'est de dire qu'on aimerait faire de la compression de la carte de couleur de la color map dans des images. L'idée, c'est que dans une image standard, sans aucune autre compression, là, si on suppose vraiment qu'on travaille avec les données brutes et non compressées, une image est représentée par une matrice de 2 dimensions spatialement, mais aussi d'une 3e dimension qui est à 3 éléments, à savoir la couleur rouge, vert et bleu. Donc, c'est un tenseur en 3 dimensions avec des pixels et chaque pixel est représenté par 3 couleurs, 3 valeurs réelles. Puis en pratique, les couleurs sont représentées sur 8 bits. Donc, on a 8 bits pour le rouge, 8 bits pour le bleu, 8 bits pour le bleu, rouge, vert, bleu. Donc, ça fait 24 bits pour représenter la couleur d'un pixel, parce que chaque pixel encode directement sa couleur. On peut faire mieux, parce que là, si on transmet une image de 640 par 400 sans aucune compression, ça fait 6 mégabits. Donc, c'est quand même très gros, 6 millions de bits. C'est un gros fichier, c'est un fichier de 6 MB. Sachant que l'image est quand même assez petite. On peut faire une compression. Bon, je vous ai parlé des compressions spatiales qu'on peut faire avec JPEG. Ça travaille sur un autre aspect, en partie sur un autre aspect, mais ça inclut aussi la compression avec une color map. L'idée, c'est de dire qu'on va se limiter à 256 couleurs différentes. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va définir une carte de couleurs avec 256 valeurs RGB, donc 256 fois 24 bits. Chacune des 256 couleurs a vraiment sa représentation sur 24 bits du rouge, du vert, du bleu. Et dans l'image, dans le fond, on n'a pas la couleur, mais on a juste un indice. C'est l'indice correspondant à l'entrée dans la color map. On va toujours avoir des indices dans notre image qui vont référer à une des 256 couleurs. Et donc, en faisant ça, bien, on se trouve à avoir quand même une compression assez intéressante. C'est que la color map va tenir sur un peu plus que 6000 bits, c'est quand même raisonnable. Et les pixels, eux, vont contenir 8 bits au lieu de 24, parce que là, c'est un indice, puis 256 valeurs se représentent sur 8 bits.
Donc, on va avoir des images qui vont tenir maintenant sur 2 bits, plus la color map, mais qui est quand même assez négligeable. Fait qu'on passe de 6 MB à 2 MB. Donc, on a un gain quand même de 3 pour 1, qui est quand même intéressant, sachant qu'on n'a fait aucune compression spatiale. La seule compression, c'est sur l'exactitude des couleurs. Donc, on va peut-être approximer certaines couleurs parmi les 256 couleurs qu'on a sous la main. Et le point, c'est que si on a plus de 256 couleurs différentes dans l'image, bien là, on va perdre un peu d'informations parce qu'on ne sera pas en mesure de représenter toutes les couleurs avec une entrée dans la color map. Donc, c'est là qu'on doit faire des choix. On doit donc choisir les couleurs à conserver, puis choisir celles qui permettent de minimiser un certain critère. Donc, on veut construire la color map, on veut choisir les 256 couleurs à utiliser pour une image précise. Puis ça, bien, on peut le faire directement en définissant ça comme étant un problème d'optimisation où on veut minimiser l'erreur de reconstruction. Donc, l'erreur de reconstruction, c'est de dire qu'on va regarder la différence, l'erreur entre l'image reconstruite utilisant la color map et l'image d'origine. Et donc, cette erreur-là va être calculée sur l'ensemble on va dire X ici, c'est l'ensemble de nos pixels. Donc, de façon plus générale, c'est comme notre jeu de données parce qu'on travaille avec une image à la fois. Donc, on va dire c'est quoi pour l'image donnée, qui est notre jeu de données, notre jeu de pixels, le choix des cas valeurs moyennes, donc des cas vecteurs moyens. Ici, on parle des couleurs à choisir, qui fait en sorte que la différence entre la valeur réelle et la valeur utilisée pour l'approximer, qui est le MI, est minimale. Donc, la norme L2, donc la valeur de la somme des différences au carré. Donc, ça, c'est l'erreur de reconstruction, puis c'est le bon critère à utiliser en vue de faire une minimisation. Donc, la compression, on va faire une forme de compression par clustering, parce que là, ce qu'on veut faire ici, c'est de trouver nos centres. Puis trouver nos centres, c'est nos descripteurs de clusters, de groupes. Donc, si on se dit qu'on veut représenter nos données par 256 groupes, c'est un problème de clustering où on veut séparer nos données en 256 groupes cohérents. Puis le but, c'est que chacun de ces groupes-là soit aussi proche que possible. On veut avoir vraiment un regroupement des données associées à un cluster très près du vecteur moyen qui les décrit, idéalement. Et donc, la compression ici consiste à dire, bien, on a un encodeur et un décodeur. Là, ça va faire référence à des questions un peu de communication, théorie de l'information. Peut-être certains étudiants ont suivi des cours là-dessus, connaissent bien le sujet. L'idée, c'est qu'on veut transmettre X. Donc, en transmettant X, ce qu'on fait, c'est qu'on le passe dans un encodeur. Donc, le X consiste à trouver le vecteur moyen de M1 à MK qui minimise l'erreur. Donc, ici, vraiment, on a l'argmin qui tend à trouver le centre M le plus proche de X. Une fois qu'on l'a déterminé, on va transmettre le I. Ça, c'est l'indice du centre le plus proche. Puis ensuite, on va le reconstruire en disant, bien, le X chapeau, la reconstruction de X, c'est le MI qu'on a choisi directement. Là, nous, ce qu'on veut, c'est que, vu qu'on transmet seulement un indice, ça peut être très, très compact. C'est beaucoup plus compact que de transmettre le X au complet.